Donc j'ai fait un petit résumé hyper rapide donc, de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, c'est ce principe qui dit que, en gros, toute idée maintenue dans notre esprit avec foi a tendance à se manifester dans la réalité tangible. Donc en gros, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 4 éléments pour que la loi d'attraction fonctionne. Premier élément, la clarté de la vision, savoir clairement ce qu'on veut. Deuxième élément, savoir que l'on a ce que l'on voit, c'est-à-dire réussir à se visualiser, à se ressentir dans une situation, en situation d'avoir ce que l'on a. Alors ça peut être en se voyant, mais ça peut être tout simplement aussi avec des mots, en remerciant, comme si on avait déjà. Attends, excuse-moi, tu peux redire les deux premiers. Le premier, c'était quoi? Alors le premier, c'est la clarté de la vision. Deuxième, savoir que l'on a ce que l'on voit dans sa vision, dans sa visualisation, dans sa prière. 3, la détente, être détendu, donc détaché par rapport à la réception, le quand et le comment. C'est un quatrième, ça? Ça, c'est le 3, ça. Détendu, je sais pas. Voilà. Et enfin 4, et ça on n'en a pas parlé encore, le travail, l'action. Parce que dans certains cas, il peut y avoir une partie active, où on doit se positionner, où on doit... C'est-à-dire que le train passe, mais il faut monter dans le train, quoi. Donc, pour que la loi d'attraction fonctionne, 4 éléments. 1, clarté de la vision. 2, savoir que l'on a ce que l'on voit. Donc, ressentir et visualiser comme si on en avait déjà. 3, être détendu, être détaché par rapport à la réception, le quand et le comment. 4, le travail, l'action. Parce que pour certains rêves, pour certaines visions, il y a une composante d'action qui est inévitable. Par exemple, ou en tout cas, alors, soit d'action, soit de saisir au moins l'opportunité d'être à l'écoute et de se positionner d'une façon qui soit cohérente avec ce que vous voulez, quoi. Parce que par exemple, si vous priez pour faire une rencontre, ou il se peut que la rencontre elle vienne, mais vous allez aussi devoir être à l'écoute, être réceptif. De toute façon, vous aurez des signaux que c'est ça dans votre corps, que c'est la rencontre que vous avez demandée. Et il y aura forcément une part... voilà, il ne suffit pas de rester sur son canapé et de prier. Ou de prier et d'aller manger un sandwich. Il faut... voilà, il faut être cohérent avec ce qu'on veut. Par exemple, si vous sortez absolument jamais, c'est pas forcément cohérent avec ce que vous demandez. Mais ça peut marcher quand même. Vous pouvez prier et rester chez vous. Mais le truc, de toute façon, si vous priez régulièrement, vous allez avoir naturellement des impulsions cohérentes avec vos prières, avec vos désirs. Et donc il faut suivre aussi ces impulsions, être à l'écoute de ce qui se lève. Après, il y a quand même un discernement à développer dans le sens qu'on peut, par exemple, prier pour quelque chose et avoir envie d'être proactif et que ça ne vienne pas forcément de votre intuition. En fait. Vous avez envie d'être proactif pour maîtriser, pour tirer vers vous. Et donc il faut être à l'écoute. C'est pas forcément quelque chose qui peut se définir avec une technique, c'est très organique. Néanmoins, le corps est toujours... le corps, c'est vraiment l'indicateur spirituel le plus puissant, en gros, de où est votre vérité et comment vous sentez les choses. Vous le savez d'abord dans le corps avant de le sentir. Parfois, la tête dit quelque chose, le corps dit autre chose. Et d'expérience, c'est toujours le corps, en fait, qui dit, qui parle vraiment de l'intuition profonde, en fait. Et il y a l'exemple, il y a une femme que j'ai interviewée, Maïlan, qui racontait une fois qu'elle était à un stage et qu'il y a une des personnes du stage qui a comme disparu. Pendant une journée, on ne l'a plus vue du tout. Et du coup, elle, dans sa tête, elle s'est angoissée pour cette personne. Et à ce moment-là, elle s'est détendue, elle a regardé comment ça réagissait dans son corps et elle a vu que son corps était parfaitement tranquille, en fait, que son corps était parfaitement relâché. Et elle s'est dit, ah bah si mon corps est relâché comme ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de problème, en fait.
Et ça s'est avéré juste, en fait, la personne était juste partie faire des trucs. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle raconte dans cette vidéo, Mailan, c'est que elle fait ce mouvement, quand elle est face à un questionnement, d'aller vraiment demander au corps. Souvent, le corps, il a cette intelligence instinctive, intuitive, et alors, il y a plusieurs possibilités. Il peut se crisper, ou au contraire se détendre. Ça peut être une sensation de chaud, ou au contraire de froid. Ça peut être une sensation d'étouffement, ou au contraire une sensation d'espace intérieur. Et donc, en général, quand il se crispe, c'est plutôt non. Quand il se détend, c'est plutôt oui. Le chaud et le froid, c'est un peu plus trouble. Ça peut vraiment dépendre des contextes. Mais c'est aussi intéressant. Et très souvent, il y a une composante psychosomatique dans le chaud et le froid. Quand je suis allé au Québec, j'ai rencontré les Amérindiens, par exemple. Et c'était des échanges j'ai rencontré un Amérindien avec qui j'ai eu des échanges hyper puissants. Et je me suis mis à trembler et j'avais très froid, en fait. Et je me rappelle, je lui ai dit, il fait super froid et tout. Et il me regarde comme ça, il me fait, non, il fait pas froid, Simon. Et je lui dis, bah moi j'ai super froid là. Et en fait, il me montre les gens étaient en débardeur et tout, parce que c'était l'été. Et en fait, là, il m'a dit, mais en fait, tu as froid parce que tu es nu. Mais il parlait en termes psychologiques. C'est-à-dire, tu as froid parce que tu es dans un état de confession où tu t'ouvres, où tu es fragile. Et c'était intéressant de voir à quel point le corps, en fait, va refléter les strates plus profondes de l'esprit, en fait. Et souvent, nous, on est à un niveau superficiel de nous-mêmes. Et il faut aller mettre l'oreille dans l'intérieur et dans le corps pour avoir accès, justement, à des informations plus profondes. Quand je faisais du bénévolat aussi, je fais du bénévolat avec les migrants. Et je me suis retrouvé dans une situation particulièrement dangereuse et pas du tout rassurante. Et avec les gens avec qui j'étais, on était vraiment dans un processus de rationalisation. C'est-à-dire que nous, on parlait, on était là, oui, tout va bien, tout va bien. Et moi, dans mon corps, je sentais quelque chose qui se resserrait, qui se resserrait, qui se resserrait. Et j'ai pas écouté mon corps. J'ai continué à suivre les gens, et on était là, mais non, tout va bien, tout va bien. Et t'as le corps qui se serre, qui se serre de plus en plus. Et bon, finalement, il s'est passé quelque chose de vraiment... On s'est plus ou moins fait agresser, quoi. Et mon corps me l'a dit bien avant, en fait. Mon corps me l'a dit bien avant, et j'aurais pu réagir bien avant. Si j'avais eu ce truc de me dire, oula, il y a le corps qui fait un truc, là, qui se resserre comme ça. Il faut que j'écoute ça. Et ça veut dire qu'il faut que je me repositionne. En général, ça demande un repositionnement quand le corps essaye de parler très fort comme ça. Donc ça, c'était par rapport au 4e point, qui est l'action. Qui est, voilà, pour avoir une action qui est cohérente avec ce qu'on prie, c'est souvent dans le corps qu'on va avoir les réponses et la direction, en fait. Voilà. J'ai plein d'exemples comme ça, mais il y en a un notamment où... il y avait vraiment, quand j'ai fini mes études, il y avait vraiment un lieu où je voulais travailler parce que c'était l'association la plus ouverte de Caen, la ville d'où je viens. C'est une association qui fait plein de trucs géniaux et qui est tout dans le prix libre, et vraiment c'est des gens géniaux. Et en fait, je me rappelle que je suis allé méditer parce que tous les samedis, ils faisaient des ateliers méditation dans cette boîte, quoi. Enfin, dans cet asso. Et en méditant, j'ai eu cette espèce de relâchement dans le corps. Et je me suis dit, fais-leur des sushis. J'ai eu envie de faire plein de sushis, en fait, pour tous les gens de l'asso. Parce qu'on peut organiser, c'est un lieu où tu peux organiser comme ça des trucs. Et il y a plein de créneaux d'ouverts, des repas partagés, où les gens peuvent donner comme ça. Et donc, à la fin de la méditation, je me parle à mon voisin, et puis je lui dis, j'ai envie de faire des sushis au Café Sauvage et tout. Bon, alors là, le mec me dit... Putain, c'est un truc de dingue. Il avait aussi envie de faire des sushis pour le Café Sauvage. Et il avait du matos en plus pour faire des sushis. Enfin bon, encore une histoire comme ça. Mais bon, juste pour dire que c'est mon corps qui m'a... Il y a une information qui est venue, et dans le corps, ça... Et ça, c'était un indice. Et quand j'ai eu mon histoire du ventre que je vous ai racontée, c'est pareil. J'ai senti une chaleur dans le ventre et j'ai vu la tête de la personne. Et vraiment, souvent, il faut être attentif à ces petits signaux du corps qui sont en fait vraiment le langage de la partie la plus profonde de nous. Elle parle énormément en fait à travers le corps et les symboles. Et du coup, notre mental rationnel, il comprend rien en général quand le corps parle ou quand ce langage un peu, qui est le langage du rêve un peu, mais qui est le langage de l'inconscient. Et il faut être très attentif à ces choses-là parce qu'ils ont... Souvent, c'est cette façon-là que la partie la plus belle, la plus profonde de nous, essaye de nous guider en fait. Elle se sert de notre corps, de nos rêveries.
Et il faut être attentif à ça en fait. Il ne faut pas avoir de mépris pour ces choses-là. Parce qu'on est éduqué d'une façon où on a du mépris pour l'intuition, la créativité, pour le ressenti, pour ce qui ne semble pas rationnel, parce que ce qui n'est pas contrôlé par notre petite intelligence limitée, quoi. Et voilà. Parce que ça, c'est la deuxième partie de la prière en fait. On demande et ensuite on reçoit. Mais recevoir aussi, c'est tout un art en fait. Parce qu'on demande et en fait on reçoit des trucs. Mais en fait, souvent les gens ils ont des réponses qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est comme si l'univers parlait un langage qu'on ne sait plus décoder en fait. Et voilà, et notamment donc ce langage qui passe par le corps, par le rêve. Voilà. Il y a aussi un truc par rapport à l'action. Moi, l'action, je vois ça comme un iceberg. En fait, peut-être 20% de l'action passe par les choses que l'on fait objectivement, et en fait, 80% passe par la posture dans laquelle on les fait. Et donc, pour moi, c'est très important et toujours pareil, toujours réussir à cultiver une détente. Et c'est ça qui est très difficile, hein, et une forme de détachement dans l'action qu'on fait. Ce qui n'est pas forcément facile. Hein. C'est très zen d'ailleurs, hein, réussir à agir sans être emporté et s'identifier dans son action. Mais c'est ce mode d'action-là qui est le plus puissant, le plus aligné et qui est le plus attractif. Agir avec ce qu'on a et savoir que quand on a une vision claire, quand on la vit, on la vibre, on va naturellement, juste par les petites actions qu'on pose, en fait, générer des graines qui seront des conditions de plus grandes actions futures. Je donne un exemple très clair, par exemple les abeilles. Il faut imaginer une abeille le rêve d'une abeille, c'est d'avoir un immense champ de fleurs. Imaginons. Imaginons que l'abeille n'a que 2 fleurs sur son champ. Elle arrive sur une prairie, il n'y a que 2 fleurs. Eh bien, elle les butine. Elle fait son travail le mieux qu'elle peut, elle boutine ces 2 fleurs. L'année d'après, elle revient, il y a 15 fleurs. Elle ne lâche pas son rêve, elle butine ces 15 fleurs. Et peut-être 5 ans plus tard, il y a un immense champ de fleurs. Et en fait, c'est l'abeille qui a fait le champ de fleurs, en fait, en créant les connexions, en travaillant. En fait, c'est pour dire que nous, ce qui nous appartient, c'est la vision finale et les 3 petits pas qui sont devant nous. Le reste, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais on peut juste avoir confiance que les 3 petits pas qui sont devant nous vont féconder des conditions qui permettront, encore une fois c'est de la confiance, hein, qui permettront au reste d'arriver. Donc il y a 2 choses sur lesquelles nous on peut agir, c'est la vision finale, donc le grand champ de fleurs, ça on peut agir dessus. Donc on peut visualiser, voir ce qu'on veut, le vibrer, le vivre. Et ensuite ce qui nous appartient c'est les 3 petits pas qui sont devant. Et par exemple, imaginons je veux devenir un grand chanteur, j'en sais rien. Et voilà. Donc la vision finale c'est ça. Donc ça je travaille avec cette vision. Et on peut dire que chaque jour il y a comme 3 petits pas. Et imaginons donc 3 petits pas, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme 3 petits pas? Donc je peux décider de passer 1 heure à essayer de composer une chanson, je peux décider de prendre un cours de chant ou regarder sur YouTube des tutos, je peux décider de démarcher, voir ce qu'il y a autour de moi. Donc ça c'est 3 petits pas qu'on peut faire. Et 3 petits pas par jour à peu près, c'est ce que je fais. Moi, tous les jours, en général, je me donne 3 ou 4 petits pas. Et la vision finale. Et pour moi, c'est les 2 seules choses qui m'appartiennent. Le reste, je n'ai aucun pouvoir, j'ai aucune prise dessus. Et si j'essayais d'avoir de la prise dessus, je perdrais l'énergie et je saboterais mon parcours en fait. Donc vraiment ce truc, uniquement 2 choses, la vision finale et les 3 prochains petits pas.